Bonjour à tous, ça y est, on va commencer, on va essayer de partir sur Mars, paraît-il qu'il fait beaucoup plus froid, ça serait une bonne idée, au moins, c'est au moins une explication. Plus sérieusement, c'est quelque chose qui fait rêver, cette nouvelle conquête spatiale, on avait le sentiment que c'était terminé, et en fait on se rend compte que non, la Lune c'est pour demain, et Mars peut-être après-demain, en tous les cas c'est l'objet de cette table ronde. Je vais d'abord vous présenter les panélistes, comme on dit, les intervenants de cette table ronde. Je vais commencer peut-être, non, pas par vous au fond, je vais commencer par Julien Einaudi, qui est le régional de l'Étape, une des plus belles ETI françaises, basée à Aix-en-Provence. Bonsoir, bonjour. Bonjour. À vos côtés, c'est le général Friedling, qui lui s'est lancé dans le privé. Il a lancé, c'est une start-up, justement ce New Space qui est en train complètement d'éclore. Il est le patron de Look Up Space, pardon, bonjour, le général, bonjour. Je ne sais pas si on dit général ou pas. Stéphane Israël, qui est le patron d'Ariane Espace, qui rentre tout juste de Kourou. Lui, il est soulagé parce que ça y est, Ariane 5 a décollé malgré la pluie. Ça fait le 117e lancement, c'est ça, de mémoire? Tout à fait. Oui. Alors, en même temps, vous êtes soulagé, mais un peu triste parce que c'était le dernier lancement d'Ariane 5, en attendant Ariane 6. Et puis, à mes côtés, Emmanuelle Méric, donc, elle est basée à Toulouse. Bonjour, Emmanuelle Méric. Bonjour. Vous faites partie encore de ce New Space qui émerge encore une fois. On en dira un mot tout à l'heure. Et vous êtes la patronne de Loft Orbital. J'en profite, Loft Orbital, en un mot, c'est quoi? Alors, c'est une société d'infrastructure spatiale où le projet, c'est de donner à nos clients un accès simple, rapide, compétitif à leur charge utile, qu'elle soit physique ou virtuelle, avec cette idée qu'on offre une offre as a service. Général Friedling, vous, Look Up Space, c'est quoi? Alors, Look Up Space, c'est une ambition simple, c'est d'être un des leaders mondiaux très vite de la sécurité et de la durabilité des activités spatiales en orbite. Voilà. Si je fais très court, et on va en parler, je pense, pendant cette table ronde, c'est répondre à un enjeu majeur qui est l'augmentation quasi exponentielle du trafic spatial dû à ce phénomène du New Space, de la démocratisation de l'accès à l'espace et de la multiplication des acteurs. Et donc, on court à la catastrophe parce qu'il y a des risques de collision. Et donc, s'il n'y a pas des gens comme nous pour détecter, suivre en temps réel tous ces objets et fournir des services d'anti-collision, eh bien, on va revenir à quelques dizaines d'années en arrière, à l'époque où on n'avait pas de services spatiaux. Vous faites de la surveillance spatiale et on peut dire qu'Emmanuel, vous êtes un peu le Uber de l'espace, non? C'est ça? On peut dire ça. On peut dire ça. J'ai gardé le meilleur pour la fin, celui qui va introduire cette séquence, c'est François-Xavier Priolo, et qui est... Il faudrait presque l'applaudir parce qu'il est maire de Louviers. Il a passé 4 nuits, évidemment, avec tout ce qui s'est passé, les émeutes. Vous avez été très frappé, donc vous n'avez pas dormi pendant 4 nuits, mais vous êtes quand même là, vous avez maintenu votre présence, donc merci d'être là. Expliquez-nous pourquoi cette conquête spatiale... Merci. Pourquoi cette conquête spatiale, tout d'un coup, ça nous fait tant rêver? On a l'impression que ça y est, on la touche. D'abord, c'est agréable de prendre un peu de hauteur dans le contexte actuel. Et c'est vrai que moi, j'ai la tâche d'essayer de poser les termes du débat. Mars, est-ce que c'est pour demain? Vous aurez la réponse dans 51 minutes. Mais très clairement, en gros, il faut se poser 3 questions. C'est quoi l'enjeu aujourd'hui d'aller sur Mars? Qui est-ce qui est dans la course? Quand on dit c'est pour demain, qu'est-ce que ça veut dire? Et in fine, est-ce bien raisonnable? Est-ce nécessaire? À quoi ça sert d'aller sur Mars? Alors d'abord, qui est dans la course? On a des relents de guerre froide en ce début de 21e siècle, et on sait que la conquête spatiale, ça a toujours été un sujet d'enjeu géopolitique, de confrontation de puissance. On l'a vu avec la conquête de la Lune au 20e siècle, et on retrouve ce même contexte, mais cette fois-ci, on parle de Mars, avec quand même une différence et un changement d'époque entre le 20e siècle et le 21e siècle, c'est que nous avons l'émergence d'acteurs économiques privés, et donc il n'y a plus le monopole de ces grandes puissances, et on voit se démocratiser le sujet de l'accès à l'espace avec des enjeux qui sont certes politiques, géopolitiques, mais aussi économiques, des enjeux d'innovation, et avec des applications qui, au-delà du sujet de Mars, peuvent se retrouver chez nous sur la Terre. Alors quand on dit est-ce que c'est pour demain?
On a longtemps eu cette date de Mars en 2030. D'abord, Mars, on y va depuis longtemps, sauf que ce sont des robots, ce sont des sondes, ça nous fait rêver, ça nous permet aussi d'apprendre sur nos origines. Le sujet, c'est des êtres humains sur Mars. Et là, 2030 paraît, même pas demain, ça paraît déjà aujourd'hui. On sait qu'il faut 6 mois pour aller sur Mars, ça laisse à peine 5 ans et demi. Donc le sujet n'est plus tellement là. Le sujet, c'est pas tant Mars, c'est pour demain, que Mars devient à portée de main. Ce qui était inatteignable peut devenir atteignable. Et c'est ça qui peut changer les choses pour envisager cette nouvelle étape dans la conquête. Mais finalement, et je terminerai par là, à quoi ça sert tout ça? D'abord, on sait très bien que la vie est juste impossible, inenvisageable sur Mars. Certes, il fait moins chaud qu'à Aix-en-Provence, mais il fait quand même beaucoup trop froid pour y vivre. L'intérêt de Mars, c'est que ça nous permet de retourner sur la Lune, parce que la Lune est une étape pour aller vers Mars. Mais est-ce que l'intérêt d'aller sur Mars, c'est juste, je dirais, la conquête humaine, le fait de dépasser les frontières, ce qui fait que nous sommes des explorateurs? Ou bien on peut aussi se dire que c'est une forme de mirage. D'abord, ça coûte très cher. Est-ce que ça sert à quelque chose alors que le sujet d'actualité, c'est plutôt l'orbite basse? On le voit avec les conflits, on le voit avec les nouveaux risques dans l'espace. Et finalement, est-ce que ce n'est pas une forme de résignation en se disant on veut un plan B pour la Terre, mais est-ce qu'avant de renoncer à la Terre, il ne faut pas déjà s'occuper de notre planète? Merci beaucoup, François-Xavier. Stéphane Israël, vous êtes... est-ce que vous êtes dans la course? Qui est dans la course pour cette conquête spatiale? Alors, on est tout à fait dans la course pour Mars, puisqu'il y a en ce moment une mission martienne en cours qui s'appelle Mars Sample Return. Ça veut dire, si mon anglais est à peu près correct, récupération d'échantillons martiens. Et cette mission, elle consiste dans l'envoi de 3 fusées. Il y a une fusée qui, en 2020, a envoyé un robot qui s'est posé sur Mars, qui est en train de creuser le sol de Mars. Ensuite, dans quelques années, il y a une fusée américaine qui va aller récupérer ces échantillons. Et avec Ariane 6, on va pouvoir envoyer un vaisseau en orbite basse qui va avoir rendez-vous avec le vaisseau qui a les échantillons et qui va pouvoir, vers 2033, le ramener sur Terre. Donc si la question d'Edwige, et c'était sa question, est-ce que vous êtes dans la course pour aller sur Mars? La réponse est oui. Alors maintenant, si on prend un peu de champ par rapport à ce qu'a dit François-Xavier, je pense en fait que la question qu'on peut se poser, c'est effectivement pourquoi Mars? Pourquoi Mars fascine autant? Mars fascine beaucoup, d'abord parce que c'est une planète observable depuis la Terre sans trop de difficultés. C'est une planète tellurique dans notre système solaire, comme le sont Mercure et Vénus. C'est une planète qui a été habitable il y a 4 milliards d'années. Et donc, elle a de quoi, effectivement, éveiller les imaginations. Le problème, c'est que quand on y regarde de plus près, c'est quand même pas très simple. Et si on prend juste des ordres de grandeur, on comprend pourquoi c'est pas si facile, en tous les cas, pour des humains d'aller sur Mars. La station spatiale, où il y a en permanence quelques astronautes, elle est à environ un peu plus de 300 km de la Terre. C'est vraiment la banlieue proche de la Terre. La Lune, elle est à 380 000 km de la Terre. C'est un peu plus loin, mais on y est allé à partir de 1969. Mars, c'est vraiment une autre paire de manches. Mars, en fonction de l'alignement des planètes, c'est 76 millions de kilomètres et en moyenne 225 millions de kilomètres. Donc ça n'a strictement rien à voir. Et imaginez un vol habité vers Mars, en fait c'est un défi psychologique et physiologique. Psychologique parce qu'il faut imaginer qu'un certain nombre de terriens, c'est quand même plutôt notre planète, vont passer dans un endroit confiné 6 mois pour y aller, puis 1 an et demi sur place et au moins 6 mois pour revenir. Et ça pose quand même un petit problème de comportement de l'homme dans de telles situations. Ensuite, quand vous êtes sur Mars, vous êtes exposé à des radiations extrêmement violentes. La température, alors c'est vrai qu'on se plaint beaucoup du réchauffement climatique sur Terre, mais disons en moyenne est de moins 65 degrés. Il n'y a pas d'atmosphère, et donc en fait, si on allait sur Mars, la meilleure chose à faire, ça serait de s'enterrer dans des cavernes. Ce qui n'est pas forcément le mode de vie qu'on privilégie, nous, sur Terre. Et donc, en réalité,
le vol habité vers Mars reste quelque chose qui est extraordinairement complexe, qui aujourd'hui est plus du domaine de la fiction que de la réalité. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas le faire. On peut imaginer que si on dépense entre 250 milliards et 1500 milliards, à un moment donné, ça sera possible une fois qu'on aura levé tous ces obstacles. Mais ça reste quelque chose qui, aujourd'hui, n'est quand même pas tout à fait à portée de main et n'est pas tout à fait pour demain. Quand on est allé sur la Lune pour la dernière fois, en 1972, les Américains disaient « on ira dans 25 ans sur Mars ». On n'est pas allé sur Mars dans 25 ans. Alors en revanche, il y a eu beaucoup de missions robotiques, beaucoup de missions américaines d'ailleurs, Opportunity, Spirit, Curiosity, Insight, avec parfois des instruments français. Il y a la mission de récupération des échantillons martiens que j'ai évoquée. Et donc, oui, en mission robotique, c'est même pas pour demain, on est déjà allé sur Mars. Pour les Européens, c'est une histoire difficile. Les Européens avaient investi énormément d'espoir dans une mission ExoMars, qui était en coopération entre l'Europe et la Russie, et qui s'est totalement fracassée sur l'invasion russe de l'Ukraine. Cette invasion a eu lieu quelques mois avant que n'était prévue la deuxième partie de la mission ExoMars. Et donc cette mission ExoMars, aujourd'hui, elle est totalement clouée au sol à cause de ce conflit. Et il n'est pas tout à fait certain, même si l'Agence spatiale européenne espère pouvoir refaire cette mission dans un autre contexte et peut-être en partenariat avec les Américains, qu'on ne pourra jamais la réaliser. Alors effectivement... je pense... Une minute. Alors, une minute. Donc, pour conclure, Sinon... je pense que pour conclure, on peut dire trois choses. Des missions robotiques vers Mars, oui. Le vol habité vers Mars, ça reste quand même beaucoup plus spéculatif. Si on veut faire de Mars une planète B, je pense que c'est une erreur. Et si l'idée, c'est d'aller sur Mars pour fuir la Terre, il vaut bien mieux s'occuper de la Terre. Et je pense que pour l'Europe, en termes d'horizon mobilisateur, de rêve accessible, c'est beaucoup plus la question du vol habité. Et du vol habité, là, qui serait tout à fait possible depuis la Guyane et avec notre cher Ariane 6. On sait que Thomas Pesquet a très envie de voler sur une Ariane 6 depuis la Guyane. Et là, je dirais que si on s'y met tous, c'est vraiment pour demain et c'est vraiment à portée de main. Merci beaucoup Stéphane Israël. On avait un peu structuré cette table ronde, là vous avez répondu à toutes les questions d'un seul coup, mais c'est pas grave, vous n'avez pas vraiment répondu, mais ça tombe bien, j'ai passé la parole au général Friedling sur la question aussi de la souveraineté. Il y a un aspect souveraineté très important pour les Européens, pour les Américains, voire les Chinois ou les Russes, général. Oui, alors vous me posez la question parce que je suis ancien général. Exactement. Non, c'est vrai qu'il y a des enjeux de souveraineté dans l'espace, sans doute autant qu'ailleurs, dans des nouveaux domaines numériques notamment. D'ailleurs, l'espace et le numérique sont de plus en plus liés. Moi, j'aime bien cette phrase du président de la République il y a un an à Toulouse qui dit « L'espace, c'est la souveraineté des souverainetés ». Et on ne peut pas ne pas se doter de capacités souveraines pour maîtriser l'espace et tout ce qu'il apporte sur Terre. Et vous savez d'ailleurs que face au développement des constellations de connectivité qui sont mises en œuvre aujourd'hui par Elon Musk avec l'appui de Microsoft Azure, donc il y a l'alliance des acteurs du spatial et des GAFAM, ou par Bezos avec Amazon Web Services et sa constellation Kuiper, eh bien la Commission, le commissaire Breton, a lancé ce projet de constellation européenne de connectivité souveraine qui s'appelle IRIS2 ou IRIS Square. Il y a un sujet qui, me semble-t-il, n'est pas encore complètement abordé d'ailleurs, c'est l'infrastructure numérique qui va accueillir toutes ces données issues de cette constellation de connectivité. Il faut savoir qu'il y a des projets équivalents, notamment en Chine. La Chine va déployer 13 000 satellites. Alors là, on est loin de Mars, parce que Mars, on est à 400 000, 220 000 km. Enfin, là, on est plutôt à 500 ou 800 km de la Terre. C'est l'espace proche. Mais c'est aujourd'hui là que la nouvelle économie spatiale se développe le plus. Alors quand je reviens au thème de la table ronde, finalement Mars, si je laisse de côté la vision un peu philosophique ou anthropologique peut avoir Elon Musk qui veut faire de l'espèce humaine une espèce interstellaire, parce que son projet à lui, c'est de coloniser Mars. Celui de Jeff Bezos, c'est de créer vous avez vu sans doute ce film Interstellar, c'est de créer des espèces de grandes villes en orbite autour de la Terre. Bon, tout ça reste quand même assez compliqué à mettre en œuvre, certainement très coûteux, et je suis assez d'accord avec Stéphane Israël pour dire que ça reviendra beaucoup moins cher de
de conserver la Terre habitable que de rendre Mars habitable. Et donc, mais cela dit, ce que ça pose comme question, c'est d'avoir cet objectif, c'est tout ce que ça tire comme technologie, comme recherche, comme développement et comme économie derrière. Et là, on rentre dans un domaine qu'on maîtrise beaucoup mieux, c'est l'espace proche et la Lune, qui est quand même la Lune qui est à 3 jours de la Terre. C'est quand même très très proche, la Lune. Voilà. Et donc, les applications spatiales aujourd'hui, les applications que fournissent les capacités spatiales à notre quotidien, à notre économie, dans tous les domaines, et de plus en plus, sont innombrables. Et donc, on a vu depuis 20 ans une disruption très très forte de tout l'écosystème spatial, puisqu'auparavant, et vous l'avez dit, c'était essentiellement des acteurs institutionnels qui opéraient dans l'espace. Aujourd'hui, ce sont des acteurs privés qui prennent le pas, qui innovent le plus. Ça vient d'une révolution faite par la NASA il y a 20 ans, qui a décidé de confier plutôt au secteur privé l'innovation et donc de passer d'une logique de faire à faire faire. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place en France, de manière assez dynamique, et en Europe. Et donc des acteurs comme Loft Orbital d'Emmanuel Méric ou moi-même, on s'inscrit dans cette logique qui est soutenue par France 2030. Donc nous-mêmes, on vient par exemple de terminer une levée de fonds qui est la plus importante en amorçage pour la Space Tech française et la deuxième en Europe. Et on a également le soutien de France 2030. Et donc on s'inscrit complètement dans cette logique de venir en soutien des activités, des capacités souveraines européennes et nationales. Ça tombe bien comme ça, Emmanuel. Vous dirigez donc Loft Orbital. Vous nous avez expliqué que c'est une société franco-américaine. Vous êtes un peu entre les deux. Vous êtes plus française ou plus américaine? On est international. Le spatial, c'est un marché qui est par essence international. Évidemment, il y a des enjeux de souveraineté qui sont importants, mais je pense que les talents, les marchés, quand on parle de commerce dans le monde du spatial, il faut vraiment se positionner comme un acteur international si on veut pouvoir être en compétition avec les plus grands et grandir. Mais est-ce que vous avez le sentiment justement que cette conquête spatiale, cette volonté d'aller peut-être sur Mars, ça fait exploser tout cet écosystème autour du spatial? Sans aucun doute. Je pense que l'exploration spatiale, au-delà du rêve que ça peut susciter et de cet engouement de certaines personnes, je pense que ça a vraiment soutenu l'innovation à tous les niveaux dans la chaîne du spatial. Et ce mouvement du New Space dont on parle beaucoup, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est cette émergence de nouvelles manières de procéder qui vient un petit peu bousculer, transformer l'industrie spatiale plus classique, plus conventionnelle, avec ces nouvelles technos qui est grandement facilitée par un accès à l'espace dont les coûts ont été dramatiquement réduits, par des capitaux privés qui viennent financer tout ça. Et donc cet accès à cette orbite basse, notamment sur lequel il y a des cas d'usage que vous utilisez tous les jours, la connectivité, la navigation par satellite, l'observation de la Terre depuis l'espace qui est absolument clé dans la lutte contre le changement climatique. Tout ça, c'est des services qui sont fournis par des satellites. Et donc, évidemment, les opportunités pour des entreprises privées, pour des jeunes entreprises comme les nôtres, sont importantes avec cette idée de se construire en harmonie avec cet héritage spatial et on va dire, le fort historique qu'a eu notamment l'Europe ou les États-Unis sur le marché de l'espace, et de venir enrichir et de se positionner en leader sur ces opportunités-là. Est-ce qu'il y a une approche différente américaine de française européenne? Alors, nous, on n'est pas à opposer la France et les États-Unis. Non, mais pas opposer, c'est juste une question de savoir s'il y a une approche différente. Alors, tout dépend de quoi on parle. En termes de financement, en termes d'histoire, en termes de mode de fonctionnement. Clairement, les États-Unis avaient sans doute un coup d'avance sur nous en termes des financements privés qui sont venus alimenter l'industrie du spatial. En termes des institutions publiques qui ont fait le choix d'investisseurs privés, comme l'a dit Michel, le faire plutôt que le faire. Aujourd'hui, c'est des choses qui arrivent en France, qui arrivent en Europe, où clairement on a des marchés d'ancrage public et des institutions spatiales, le CNES, l'ESA, qui viennent déléguer aux acteurs privés et aux plus petits acteurs privés, pas seulement les Prime, pas seulement les Ariane, mais qui font le choix aussi des petits lanceurs et qui veulent soutenir cette démarche-là. Et donc oui, aux États-Unis, il y a eu
clairement, ils ont été en avance sur l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe récupère son retard. On est dans une vraie phase d'accélération, soutenue grandement par les institutions politiques, par France 2030, par la Commission européenne. Et je pense que tout ça favorise vraiment l'émergence de belles sociétés, de beaux projets entrepreneuriaux. Oui, c'est impressionnant de voir effectivement le nombre de start-up ou d'entreprises qui se développent. Ou par exemple, comme Julien Enaudi d'Ortec, qui au départ, vous n'étiez pas tellement, enfin le spatial, c'est pas au cœur de votre activité, mais petit à petit, ça, c'est pas en train de devenir, mais enfin, ça le deviendra à terme. Expliquez-nous pourquoi, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qui vous attire dans cette conquête spatiale? Alors, certains d'entre vous avaient les yeux rivés sur le décollage d'Ariane 5, et encore une fois, félicitations. Nous, on avait les yeux rivés sur le départ du satellite Euclid, qui a été lancé du centre Kennedy par SpaceX. Et en fait, ce satellite Euclid, tout le câblage et l'ingénierie du câblage a été réalisé par les équipes d'Ortec, qui sont basées en Roumanie. Donc, c'est un secteur qui est aujourd'hui un secteur modeste pour nos applications et pour nos activités, mais qui est néanmoins important et qui est en train de monter. On est peut-être le seul acteur à cette table ronde qui n'est pas spécialisé uniquement sur le domaine spatial. Parce qu'en fait, Ortec est une entreprise familiale, régionale. Alors nous, on est ancré, on est à 12 km des rencontres économiques à Aix-en-Provence, mais on est dans 25 pays, 14 000 personnes qui travaillent tous les jours pour accompagner nos clients dans l'ingénierie, dans la construction et dans la maintenance de leurs applications. Et le spatial, pour nous, c'est quelque chose qui est, d'un point de vue technologique et technique, extrêmement exigeant, qui est motivant. Et d'ailleurs, le thème de cette table ronde, il nous interpelle, puisque on est tous tout le temps à regarder ce qui se passe sur Terre, mais quand on parle de Mars et quand on parle de l'espace, ça permet mécaniquement à tout le monde de prendre de la hauteur et de se poser des questions qui ont été tout à l'heure abordées, des questions de souveraineté, des questions d'accès, des questions de technologie, des questions de rêve aussi. Est-ce que le rêve de quelques entrepreneurs, aussi exceptionnels soient-ils, doit-il être le rêve de l'humanité? Donc c'est des questions fortes et des questions que l'on se pose. Ça doit être le rêve de l'humanité. Tiens, si on répondait oui, juste oui ou non, Emmanuel Méric. Le rêve de l'humanité ou pas? D'aller sur Mars? Oui. Personnellement, non. Non. Stéphane Israël? On y reviendra plus longuement, mais juste pour voir, pour faire un petit test. Je trouve que la fiction est fantastique parce que ça fait travailler l'imagination de façon ultra puissante. Est-ce que ça doit devenir une réalité? Je suis un peu plus perplexe. Mais est-ce que c'est le rêve de l'humanité? C'est pas tout à fait, c'était sur autre chose, c'était plus un rêve, vous voyez, c'est là-dessus que... S'il s'agit d'un rêve, oui, pas de problème. Et pour vous, Michel Friedling? Non, moi je pense que c'est un fantasme. Mars, ça reste un fantasme dans la littérature, dans le cinéma. Bon, voilà, c'est Mars. Moi, je pense que ce dont l'humanité devrait rêver, c'est de pouvoir voir la Terre depuis l'espace. Ouais. Le premier homme qui a effectué une sortie extravéhiculaire dans l'espace est un Russe. Il faut savoir que les Russes ont gagné toutes les premières manches de la compétition dans les années 50 avec les États-Unis. Un premier satellite en orbite, premier homme dans l'espace, première sortie extravéhiculaire et première femme dans l'espace. Donc les Américains, piqués au vif, ont réagi, ça a été les premiers sur la Lune, et à partir de là, ils ont gagné la partie. Mais ce premier homme qui a fait la première sortie extravéhiculaire dans l'espace, qui a été une sortie extrêmement périlleuse, il a failli ne jamais rentrer dans son véhicule, a dit une phrase que tout le monde a repris ensuite, et que les astronautes actuels continuent de reprendre. Il dit, vu d'en haut, cette planète est magnifique. Voilà. Et je pense que c'est ça qui devrait être le rêve de l'humanité, c'est de faire en sorte que cette planète reste magnifique. On va avancer rapidement, Julien. On nous dit oui, non, c'est un rêve, ça doit être un rêve pour l'humanité, ça l'est, ça l'est pas? Je partage le fait que ça donne de l'aspiration. Maintenant, une finalité en soi, je ne crois pas. François-Xavier Prilot? Le rêve, c'est en fait d'aller toujours plus loin. Donc si on va sur Mars, on rêvera d'aller encore plus loin. On va penser. Et vous, ça vous fait rêver d'aller sur Mars ou pas? Est-ce qu'il faut y aller? Non. Ah oui. On y arrive. Non, on ne veut pas y aller. Bon, non, c'était juste pour voir. On poursuit. Stéphane Israël, juste sur l'écosystème qui se développe, le New Space, on voit bien que c'est très important, que les acteurs du privé
joue un rôle, puisque Madame parlait de Musk, on voit bien qu'il a joué un rôle. C'est pas à vous qu'on va le dire, parce qu'il vous donne un peu des coups de boutoir un peu tous les jours au niveau, enfin pour les Européens. Cet écosystème, il est important ou pas? Il est très important. L'innovation apportée par ces entreprises. Alors, il est très important et le fait qu'il y ait maintenant, au-delà des grands acteurs qui ont fait la conquête spatiale européenne depuis des années, des nouveaux acteurs, c'est très très bien. Et je crois que ça serait vraiment une erreur de les opposer. L'exemple de Loft Orbital le montre d'ailleurs. Je crois que vous avez des liens très forts avec Airbus. Nous, on envoie des startups dans l'espace à travers les lancements groupés qu'on peut faire. Je pense par exemple à la start-up Unseen Labs dont on a déjà envoyé des satellites. On a beaucoup de discussions avec Exotrail. Donc je pense que ça serait vraiment une erreur d'opposer les deux écosystèmes. Après, il ne faut pas non plus être naïf. Aux États-Unis, il y a deux choses qui existent de façon décuplée par rapport à l'Europe. C'est le capital public et le capital privé. Les investissements mis par les institutions américaines dans SpaceX sont absolument considérables. L'an dernier, il y a eu 6 milliards d'engagements vers SpaceX, justement beaucoup autour du retour vers la Lune et du programme Artemis. Et par ailleurs, ça donne aussi aux capitaux privés l'envie d'y aller. Donc, il y aura une voie européenne, ça ne sera pas la même voie que la voie américaine. Et dans cette voie européenne, oui, il faut qu'il y ait des nouveaux acteurs, il faut qu'il y ait du capital privé, mais on aura toujours besoin des acteurs qui ont réussi jusqu'à présent et d'un fort engagement public. Ça serait une très très grave erreur de penser qu'on pourra se passer d'engagement public. Est-ce qu'il faut aller sur la Lune? Est-ce que la Lune peut vraiment devenir une base pour notre planète, notamment pour extraire des ressources naturelles, et ce, à un horizon assez rapide? Michel l'a mentionné tout à l'heure. Pourra compléter, mais c'est vrai que pour le coup, la Lune est beaucoup plus abordable. La Lune est plus proche, on est déjà allé sur la Lune. On y retourne sans doute pour des raisons de rivalité entre les Chinois et les Américains. La Lune peut être une excellente base pour effectivement aller plus loin. On peut arriver à finalement faire de l'eau sur la Lune, donc faire de l'énergie, et on pourrait repartir de la Lune pour aller plus loin. Et autant je ne crois pas tellement à une habitabilité de Mars, autant je crois beaucoup à ce qu'on appelle une économie cislunaire, et qu'entre la Terre et la Lune, il va se passer de plus en plus de choses avec des formes d'habitat permanents. Et effectivement, c'est tout le programme Artemis de la NASA. La NASA a beaucoup parlé pendant des années de ce qu'elle appelait The Journey to Mars, et que d'une certaine manière, elle a un peu atterri en repartant vers la Lune. C'est le programme Artemis. Toute la question pour les Européens, c'est d'être présents dans ce programme. Vous savez que dans l'exploration, finalement, les Européens ne sont pas tellement présents. Et il y a aujourd'hui une volonté d'avoir davantage d'ambition européenne. Et puis, sur la Lune, il y a des ressources. Et alors là, moi, ce qui me fait vraiment rêver, c'est qu'on ramène de l'hélium-3 de la Lune et qu'on puisse régler un certain nombre de problèmes énergétiques sur notre Terre. Parce qu'effectivement, et je crois que ça nous rassemble un peu tous ici, si on aime autant l'espace, c'est parce qu'on est très attaché à la Terre. Et si vous pouvez ramener de l'hélium-3 de la Lune, bah là, ça serait vraiment une rupture en termes de politique énergétique. Mais malheureusement, on en est encore très loin. Très loin. Moi, c'est drôle, j'en parlais avec le directeur général de l'ESA, José Aschbacher, au Salon du Bourget. Il me disait, mais non, mais ça va arriver très vite, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans. C'est demain, quoi. Non, le fait de retourner vers la Lune, c'est en cours. Il y a la fusée américaine SLS, qui est une énorme fusée qui a déjà fait un premier lancement. Il va y avoir un deuxième lancement qui va permettre de faire, d'avoir du vol habité autour de la Lune, et un troisième lancement qui doit revenir vers la Lune. Mais ce qui est encore un peu plus futuriste, c'est de ramener des ressources de la Lune vers la Terre. Ça reste plus lointain. Michel Friedling, vous pensez que cette conquête de la Lune, c'est demain? L'installation, pardon. Oui, parce que le mot. L'installation. J'allais rebondir sur le mot conquête, mais finalement, c'est un bon angle d'attaque pour la question, parce que, comme l'a dit Stéphane Israël, il y a une compétition. Et aujourd'hui, par le traité de 67, la Lune, il n'y a pas d'appropriation possible des corps célestes dont fait partie la Lune. Et donc, il y a une ambition chinoise et il y a une ambition américaine d'aller sur la Lune et d'une certaine façon, sans le dire, de s'approprier des ressources.
Donc il y a un enjeu quasi territorial sur la conquête de la Lune. Mais les Chinois et les Américains ne sont pas les seuls. Vous avez aujourd'hui des grandes nations spatiales, par les moyens qu'ils consacrent à ça, qui ont des ambitions lunaires. Les Émirats arabes unis, demain il y a l'Arabie saoudite qui ne fait pas mystère aussi de vouloir aller sur la Lune. Vous avez l'Inde. Donc il y a une compétition. Moi, ce que je pense encore une fois, c'est que cette compétition, elle est relancée parce qu'il y a une rivalité stratégique très forte. La Lune, ça a été le point d'arrêt de la domination russe dans les années 50 dans l'espace. Donc le programme Gemini, programme Apollo, on crée à cette occasion, en 1958, la NASA, la DARPA, et on lance les programmes qui permettront aux Américains de remporter cette bataille. Et aujourd'hui, les Américains se sentent extrêmement menacés dans la domination de l'espace, commercial, technologique, par les Chinois. Et donc, relancer la conquête de la Lune, ça a été relancé par l'administration Trump, qui a dit on sera de retour sur la Lune avant 2024, et de manière permanente. Bon, alors ça ne sera pas 2024, mais c'est une ambition qui a été confirmée par l'administration Biden. Et donc, ça en dit long sur, en réalité, cette compétition stratégique. Bon, derrière, il est évident qu'il y a des applications technologiques, économiques, que ça va tirer beaucoup de choses. Mais la compétition, elle est d'abord géopolitique. Oui, c'est clair. Françoise Briolot, vous voulez rajouter quelque chose, vous, là-dessus, ou pas? En effet, c'est clairement une compétition aujourd'hui, et que tout le monde doit s'inscrire dans cette compétition, en fait. Qu'on veuille ou pas aller sur Mars, sur la Lune, on ne peut pas être absent d'une compétition. Et c'est ça le sujet. Donc, quelle place occupe quel acteur, mais on ne peut pas être en dehors de la compétition. Julien Naudy. Je pense qu'aussi le thème de la table ronde permet de se poser quelle ambition pour l'Europe dans l'espace. Au-delà d'aller sur Mars, c'est comment est-ce qu'on coordonne une ambition européenne pour y aller. Quand on regarde sur la France, avec tous les enjeux que nous avons en termes d'énergie, tous les enjeux qui sont au quotidien, il y a 37 000 ingénieurs qui sortent des écoles chaque année. En Chine, il y en a 1,3 million à peu près. Les États-Unis, c'est à peu près la moitié moins. Mais on a un déficit de compétences techniques pour pouvoir atteindre ces projets, qu'ils soient sur Mars ou sur la Lune, qui est quand même très important. Et on ne peut pas avoir une ambition sans en avoir les moyens. Et le premier des moyens, c'est quand même les gens, c'est les élèves, c'est les jeunes élèves, et en particulier les jeunes filles, d'orienter au collège très tôt vers les métiers scientifiques, parce que ces projets, ils font peut-être rêver certains, pas tout le monde bien évidemment, mais il faut que les gens, qu'on ait des gens qui puissent porter ces projets. Et nous, en tant qu'entreprise de service, c'est notre mission quelque part, c'est d'aider à ce que ces projets se concrétisent. Mais notre principale, et je pense que je ne suis pas le seul, principale difficulté, c'est de trouver les gens. Emmanuel Méric, vous êtes confronté vous aussi à ça? Et surtout la question que j'avais envie de vous poser, peut-être, c'est quelle est la demande aujourd'hui que vous font vos clients? Est-ce qu'ils vous disent, est-ce que vous voyez une évolution? Est-ce qu'il y a un côté toujours plus loin ou pas? Alors, nos clients à nous, non, il n'y a pas un côté toujours plus loin, il y a un côté toujours plus facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut envoyer une caméra infrarouge, un capteur optique, un senseur hyperspectral dans l'espace, avant, dans l'industrie spatiale classique, on conçoit, on a de l'ingénierie, on réfléchit comment on va lancer, on lance, on a des équipes hyper diversifiées. Et aujourd'hui, le New Space, en tout cas nous, ce qu'on fait, c'est de dire on s'occupe de tout, du début à la fin, de la conception au lancement, à la mise en orbite, à la mise à poste, et on vous donne les outils pour que vous vous focalisiez sur la donnée qui sont générées par vos charges utiles. Et on est vraiment dans une économie de la donnée qui sont générées par ces satellites. Et je l'ai dit, l'observation de la Terre, la navigation par satellite, toutes ces données qui sont générées par ces constellations de satellites, alors 10, 200, 400 en fonction des cas d'utilisation qu'on veut en faire. Mais aujourd'hui, c'est ça, c'est avoir un accès à l'espace plus rapide, moins cher, plus simple. J'avais une question pour vous tous, Stéphane Estrella, puisque vous avez pris le micro, je commence par vous. Aller sur Mars, c'est très bien, mais je croyais que justement, on avait déjà un peu détruit notre planète. Est-ce qu'on n'a pas déjà détruit quand même l'espace? On a des satellites qui tournent dans tous les sens.
Et est-ce qu'on ne va pas détruire une autre planète qui s'appelle la Lune? Est-ce qu'on ne va pas ensuite détruire une autre planète qui s'appelle Mars? Il n'y a pas un aspect de décarbonation? Je veux dire, ça doit consommer énormément d'aller sur Mars ou sur la Lune. Non, je pense que l'enjeu du point de vue environnemental, c'est vraiment la préservation et la durabilité de l'orbite basse. C'est qu'est-ce qui se passe, on en a tous parlé, entre 500 km et 1500 km. Cette orbite, elle est aujourd'hui devenue le lieu principal de déploiement des satellites. Avant, les satellites étaient plutôt en orbite géostationnaire, à 36 000 km de la Terre. Maintenant, il y a des milliers de satellites en orbite basse, et donc il y a un énorme enjeu de durabilité de cette orbite, d'éviter qu'il y ait des collisions en orbite basse, d'éviter qu'il y ait des générations de débris. Et il y aura aussi une économie de protection de l'orbite basse. Nous, on va envoyer une start-up suisse qui s'appelle ClearSpace, qui va aller récupérer un débris spatial pour le déorbiter. Donc ça, effectivement, c'est la responsabilité de notre génération et de tout l'écosystème spatial de ne pas effectivement aller exporter vers l'orbite basse un certain nombre de choses qu'on n'a pas forcément bien fait sur Terre. Bon, polluer Mars, à mon avis, c'est quand même un peu plus spéculatif. En revanche, vraiment s'assurer que durablement on pourra exploiter cette orbite, au meilleur sens du terme, c'est important. Pourquoi ? Parce que cette orbite basse, elle va nous permettre de plus en plus de nous connecter et d'observer. Les satellites, avant, ils avaient des résolutions qui étaient finalement assez grossières. Aujourd'hui, des satellites peuvent observer à quelques centimètres. Enfin, c'est une véritable révolution. Et en termes de connectivité, c'est pareil. On n'utilisait pas avant les satellites ou marginalement pour se connecter à Internet. Et aujourd'hui, et demain, on le fera de plus en plus. Et pour ça, on a besoin de préserver l'orbite basse. Et c'est pour ça que tous les enjeux qu'évoque Michel Friedling de sécurisation de cette orbite-là, c'est vraiment notre responsabilité collective. Mais est-ce qu'on pourra juste avoir un lanceur aujourd'hui qui marche pas, qui marche avec un e-fuel, avec de l'hydrogène? Alors la question de la pollution générée par les lanceurs, c'est une question. Honnêtement, elle reste assez marginale. On dit souvent que le vol d'une Ariane, c'est les émissions d'un A380 qui traverse l'Atlantique. On n'en fait pas tant que ça, donc je ne pense pas que la pollution générée par nos activités soit le vrai sujet. Ça ne veut pas dire qu'on n'y travaille pas, et on aura demain des modes de propulsion plus propres. On aura des modes de propulsion qui seront moins polluants. On ira sans doute progressivement vers un abandon de la propulsion à poudre. Donc c'est une question, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'espace aujourd'hui permet de préserver la planète à travers justement les services rendus par les satellites. Donc les activités spatiales ont un bilan, je dirais, environnemental qui est positif. Et en revanche, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas une suroccupation de l'orbite basse anarchique. On parle tous de Far West. On sait que notre concurrent, c'est plutôt sa tendance spontanée d'envoyer à jet continu ses satellites sans trop se soucier de cela. Est-ce que vous êtes objectif? Est-ce que vous êtes objectif? Là, en l'espèce, je crois l'être. Donc très honnêtement, on sait que la constellation Starlink pose un certain nombre de questions d'espace durable. Okay. Michel Friedling. Oui, alors d'abord je voudrais vraiment insister pour que tout le monde comprenne bien ce qui vient d'être dit déjà, c'est l'importance croissante de ce que l'espace nous apporte. Et on a très peu idée, en réalité le commun des mortels a très peu idée de ce que c'est réellement. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un service par exemple qui permet à des dizaines de milliers d'agriculteurs en France de mesurer de manière très précise les quantités d'engrais, de pesticides qu'ils vont répandre, parce qu'il y a des mesures faites depuis l'espace qui leur donnent le stress hydrique des sols, et donc en temps réel ils peuvent savoir, et donc ça permet de minimiser l'emploi de ces produits, donc de minimiser les consommations d'eau, etc. C'est un exemple concret. Ça permet aussi de la télémédecine ou de la télééducation dans des pays qui sont dépourvus d'infrastructures, comme en Inde par exemple, des pays extrêmement étendus. Vous avez des applications qui permettent de faire de la surveillance en temps réel de grandes installations, de grandes infrastructures industrielles. Et donc on fait de l'intelligence économique avec ça, on fait de l'analyse économique, on aide les investisseurs à prendre les bonnes décisions en fonction de l'état des stocks, de production de pétrole, etc. Donc l'espace, je vous donne 3 exemples, et vous avez des dizaines d'exemples comme ça. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on l'a déjà dit, c'est que ces infrastructures spatiales, finalement, ne sont là que pour produire ces données. Et aujourd'hui, dans l'économie de l'espace, la partie
amont, donc la construction de ces infrastructures et le lancement, finalement, c'est une partie minoritaire dans l'économie spatiale globale. Aujourd'hui, presque 80% de l'économie de l'espace, c'est l'économie aval, c'est l'exploitation de la donnée issue de l'espace. D'où le plus grand nombre d'opérateurs qui font appel à des sociétés comme Loft Orbital, qui vendent des plateformes as a service, et qui disent, ces clients-là, moi je veux juste mettre un capteur, je veux récupérer la donnée, moi je produis la donnée, mais je ne veux plus être opérateur spatial. Mais ces gens-là sont des acteurs de l'économie spatiale aussi. Et donc le troisième effet, c'est la congestion de l'espace, parce que tout le monde met des satellites dans l'espace aujourd'hui. Vous aviez un peu moins de 2000 satellites actifs dans l'espace il y a 4 ans. Ce nombre a été multiplié par 4 en 4 ans. Il va sans doute, et donc on est à peu près à 8000 satellites aujourd'hui, il va sans doute être multiplié encore par 4 dans les 5 à 10 ans qui viennent, avec le déploiement de Starlink, de Kuiper, d'Iris-2, de GW, la constellation chinoise, et puis beaucoup d'autres. Et donc ça pose un problème de congestion du trafic spatial. Vous ajoutez à ça les débris, donc je terminerai par là. Les débris, aujourd'hui, vous avez un peu moins de 40 000 débris de 10 cm dans l'espace, qui résultent de l'activité humaine habituelle ou d'événements, collisions, tirs de missiles. Et vous avez 1 million de débris d'1 centimètre. Alors je termine juste là-dessus. Un débris d'1 centimètre dans l'espace, lancé à 28 000 km/h, parce que c'est la vitesse en orbite autour de la Terre, ça a la même énergie cinétique qu'une voiture lancée à 130 km/h. Donc quand ça tape dans un satellite, ça fait beaucoup de dégâts. Et donc l'enjeu, et c'est notre mission à nous, Look Up Space, c'est de détecter, de suivre tous ces objets et d'éviter des collisions, des catastrophes, qui ont été très bien d'ailleurs mises en scène dans un film qui s'appelle Gravity, où on voit George Clooney et Sandra Bullock qui sont victimes de ce syndrome de collision en série et qui rendent l'espace inutilisable. Bon, Emmanuel Méric, ça vous fait rêver, encore une fois? Non, c'était le côté George Clooney. Mais pour rebondir sur ce que disait à l'instant Michel Friedling. La problématique des collisions, pardon. Oui, c'est ça. Oui. C'est une problématique qu'on a tous, la gestion de la fin de vie de nos satellites, la gestion de la propulsion en orbite, comment est-ce qu'on fait pour manœuvrer et pour éviter les débris. C'est évidemment des sujets qui sont au cœur de notre croissance, qu'on peut pas ignorer. Mais quand Stéphane Israël, pardonnez-moi, mais c'est une précision, disait qu'on a désorbité un satellite. Après, on en fait quoi une fois qu'il est désorbité? On va aller le chercher et il va se détruire en rentrant dans l'atmosphère. Donc on le sort de là où il est pour qu'il cesse de polluer l'atmosphère. Il faut savoir qu'en France, il y a une loi sur les opérations spatiales qui est extrêmement exigeante. Nous, par exemple, à cause de cette loi, ou grâce à cette loi plus exactement, on doit aussi déorbiter pour Ariane 6 l'étage supérieur de la fusée. Les étages supérieurs d'Ariane 5 ne sont pas déorbités, ceux d'Ariane 6 le seront. Donc la France est à la pointe en matière de rigueur spatiale, de volonté de protéger l'espace grâce à cette loi sur les opérations spatiales. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a moins ce souci. Et donc il y aura un énorme enjeu entre l'Europe et les États-Unis de régulation de l'espace. Vous vouliez ajouter quelque chose, Emmanuel Méric, sur ce point? Non, je pense qu'on y vient. Je pense que la France, leader sur ces sujets-là, c'est bien. Et les États-Unis se régule un peu sur ça, mais c'est absolument stratégique. Julien Naudy. Oui, sur votre remarque tout à l'heure, moi je ne crois pas du tout que la bataille pour la préservation de la Terre soit perdue. Au contraire, je pense que si on prend ça comme postulat, on va se poser d'autres questions quand on va aborder la Mars. Au contraire, il faut se retrousser les manches. C'est pour ça que je considère que la formation dans les mathématiques, les technologies, les plus jeunes, c'est très important pour relever ces défis, pas que pour Mars. Et puis se pose la question naturellement de la désirabilité de l'espace. Qu'est-ce qu'on va y faire? Quelle technologie et qu'est-ce que la conquête vers Mars peut nous apporter comme technologie? Donc Michel et Stéphane ont donné quelques applications concrètes pour aider, pour mieux comprendre, pour mieux piloter un certain nombre de machines, pour être plus efficace sur Terre. Mais la conquête de Mars pose des questions absolument incroyables d'un point de vue technologique. Et là, je pense que des acteurs, comme on en a deux, cette table ronde, du New Space, mais aussi les acteurs historiques du domaine spatial, vont trouver des solutions et vont faire en sorte que les innovations techniques, les différentes découvertes vont pouvoir peut-être aider à la préservation de la planète Terre. En tout cas, je l'appelle de mes voeux. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Comme je crois que la tablette ne marche pas, est-ce qu'il y a des questions? Oui, là, si on peut apporter peut-être un micro.
Ou sinon, ça y est, une dame en vert là-bas. Ou en bleu, je ne sais pas, avec les lumières, pardon. Est-ce qu'on peut mettre le son pour que le micro marche sans qu'on perde trop de temps? Non? Ben, allez-y, posez votre question, tant pis. La cybersécurité. Voilà. Donc sur les aspects cyber, on en parle beaucoup sur Terre. Je voudrais savoir si on en parle aussi dans l'industrie du spatial. Alors, je vais prendre Michel Fredling. Oui. Je vais faire la première réponse peut-être. C'est un vrai sujet. On a eu une démonstration éclatante. Dans mes fonctions précédentes, j'ai participé à la revue stratégique spatiale conduite par le ministère des Armées à la demande du président de la République. Et c'était la première menace que nous avons identifiée. Pourquoi? Parce que c'est sans doute la plus facile à mettre en œuvre. En tout cas, par des acteurs non étatiques, etc. Donc, on en a eu une démonstration éclatante, en l'occurrence par un acteur étatique ou quasi étatique, le premier jour de l'invasion de l'Ukraine, puisque le premier acte militaire, c'est un acte qui s'est passé dans l'espace par une attaque cyber qui a neutralisé un satellite de la société Viasat, qui alimentait une trentaine de milliers de terminaux utilisés par le gouvernement ukrainien et les forces ukrainiennes, qui a donc paralysé les communications du gouvernement et des forces ukrainiennes. Donc ça a eu des effets collatéraux, parce que tous les clients Nordnet en France ont été aussi privés de leur système, mais ça a aussi déconnecté 6000 éoliennes allemandes d'un champ d'éoliennes de leur système de contrôle et de surveillance. Donc oui, c'est une réalité. Ça a donné lieu d'ailleurs à des alertes des autorités américaines très fortes et une prise en compte de ce problème de manière extrêmement vive. Pour ça, tout à l'heure, quand je parlais en introduction des enjeux de souveraineté, c'est très important parce que c'est à travers l'espace, à travers les satellites qu'on va pouvoir, qu'on peut surveiller ce qui se passe chez le voisin, pour parler un petit peu vulgairement. Est-ce que cet enjeu-là, c'est ce qui va vraiment diriger les enjeux géopolitiques? Stéphane Israël, peut-être, vous ou le... Oui, enfin, je pense que Michel pourra compléter, mais en tous les cas, ce qu'on appelle l'espace militaire est de plus en plus une composante de l'espace, oui. Et c'est un des volets importants de la prochaine loi de programmation militaire. Vous savez que la ministre de la Défense, Florence Parly, avait dit qu'on avait surpris un petit satellite russe espion qui venait s'approcher de nos satellites pour essayer d'en extraire les données. La France va envoyer un satellite avec Ariane qui s'appelle Yoda, qui va permettre aussi d'aller faire un peu de repérage dans l'espace. Donc oui, la dimension géostratégique, elle est clé. J'aimerais dire juste un tout petit mot sur le fait que la conquête spatiale tire les nouvelles technologies. C'est une fois que le programme Apollo s'est arrêté, au début des années 70 aux États-Unis, ça a permis aux Américains de libérer des centaines d'informaticiens, et c'est pas un hasard si c'est eux qui ont inventé Internet. Il y a un lien direct entre les supercalculateurs qu'ils avaient mis en place à travers le programme Apollo et finalement l'avance qu'ils ont prise dans ce domaine-là. Donc oui, les technologies spatiales tirent beaucoup de choses qui ensuite sont non spatiales. Michel Fredling. Oui, sur cette question, il faut comprendre que l'espace est un milieu global, au sens anglo-saxon du terme, mondial. Vous faites le tour de la Terre en 1h30. C'est un milieu, c'est un sujet qui est par nature interministériel. Il n'y a pas un sujet défense et un sujet civil. C'est un milieu dual. Toutes les capacités spatiales en orbite ont des applications civiles ou des applications militaires. D'ailleurs, vous avez aujourd'hui une dizaine de sociétés privées qui fournissent de l'imagerie et du renseignement au gouvernement et aux forces ukrainiennes. Vous vous rappelez tous de cette image d'un convoi de 60 km là, de blindés russes dans la banlieue de Kiev. C'est pris par un opérateur privé américain qui vend ces images au gouvernement ukrainien, ce qui a donné lieu d'ailleurs à 2 reprises à des avertissements très importants des Russes, disant attention, on va s'en prendre à vous, même si vous êtes opérateur privé, commercial, parce que vous fournissez des capacités à des adversaires militaires sur le terrain, donc on vous considère comme des belligérants. Donc il y a des enjeux dans l'espace et puis je rappelle que le droit de l'espace est quand même assez libéral, donc c'est un traité de 67 qui permet de faire beaucoup de choses, sauf de placer des armes de destruction massive dans l'espace. En dehors de ça,
rien ne vous empêche de placer des armes dans l'espace. Et c'est ce qu'on est en train d'observer. Et donc ça a été une des missions qui était la mienne dans mes fonctions précédentes, que d'essayer de caractériser ces nouvelles menaces. Et aujourd'hui, ça fait aussi partie des capacités que l'on développe chez Lucas Space, d'être capable de détecter ces comportements qui sont des comportements anormaux et voire hostiles. Julien Naudy, rapidement, après une conclusion de François-Xavier. Oui, simplement pour dire sur la partie technologie et les enseignements qu'on peut en avoir, je pense qu'il ne faut pas réitérer les erreurs qu'on a pu faire sur d'autres filières technologiques, et je pense en particulier au nucléaire en France, parce qu'aujourd'hui, l'espace en Europe connaît des difficultés. Il ne faudrait pas abandonner ces projets-là, il faudrait que les Européens se mettent d'accord pour définir une vraie ambition et un vrai projet européen, mais mettre un coup d'arrêt sur des technologies de ce type-là dans un secteur d'activité aussi fort, on voit ce que ça peut donner et la difficulté qu'on a à remonter en compétences dans la filière nucléaire française. Il ne faudrait pas avoir que les mêmes effets soient sur la filière spatiale. Je vais vous raboter une minute de conclusion, François-Xavier, parce qu'on n'a pas du tout parlé de la Chine. On parle beaucoup, on a parlé des États-Unis, on a parlé du match États-Unis donc avec l'Europe. Est-ce que les Chinois, ils sont dans cette même volonté de conquête de l'espace, mais où est-ce qu'ils en sont? Je ne sais pas qui répond. Michel Kremlin. Là aussi, peut-être par mes fonctions précédentes, c'était un sujet de préoccupation à la fois du ministère des Armées et puis c'était un sujet central de discussion avec nos partenaires américains. Très clairement, la Chine, c'est un sujet de préoccupation pour aujourd'hui les États-Unis. D'un point de vue purement technologique et économique, c'est certain qu'ils ont un secteur spatial extrêmement dynamique. Aujourd'hui, ils couvrent l'ensemble des capacités, le lancement, le vol habité, la Lune. Ils sont en train de faire émerger un secteur privé, un peu comme aux États-Unis. Vous avez aujourd'hui une dizaine de sociétés qui ont levé des sommes considérables, plusieurs centaines de millions de dollars, enfin en équivalent dollars, et qui viennent en appui des capacités étatiques. Un secteur qui était très rigide, très verrouillé. Aujourd'hui, vous avez un peu ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui se passe en Europe, qui est en train d'arriver en Chine. Merci beaucoup. Un mot de conclusion, François-Xavier Priolo, par rapport au thème de cette table ronde. Est-ce que vous avez entendu? Alors je vais m'essayer à une synthèse la plus fidèle de ce qu'a entendu. Moi je retiens 3 questions. Il y a une question philosophique, il y a une question de souveraineté et il y a une question d'usage. La question philosophique, c'est un peu la question est-ce que Mars c'est pour demain? Finalement, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est il y a un rêve, il y a un fantasme. Les deux termes ont été employés. C'est ce qui est inaccessible et finalement, le vrai sujet, c'est que avec l'objectif Mars, on se fixe finalement, on tire vers le haut, la conquête spatiale, des applications duales. Ça sert à tout le monde et on a besoin de ça. Et on a aussi besoin de ça, je l'ai entendu, pour former des ingénieurs et pour pouvoir avoir des choses très utiles pour la Terre. Ensuite, il y a une question de souveraineté, ça c'est évident, la souveraineté des souverainetés. Mais au-delà, ça peut paraître très très loin, Mars, et en fait, c'est une course contre la montre. Et il faut gérer le temps parce que le sujet, c'est comment être le premier. Et en tout cas, comment ne pas être absent et comment ne pas avoir la politique de la chaise vide, même si on n'est pas convaincu par l'objectif, on ne peut pas être absent, sinon on a perdu. Et puis enfin, la question de l'usage, c'est la question de la domestication de l'espace. Et en fait, il y a un continuum entre la Terre et l'espace. On a parlé des orbites basses. Et aujourd'hui, le sujet, c'est l'usage, c'est la sécurité. C'est comment est-ce que finalement, on régule. Ça pose aussi des questions juridiques. Ça pose un certain nombre de nouvelles questions qui sont presque des questions de notre vie quotidienne. Ça paraît très loin, mais c'est de plus en plus près. Donc, philosophique, souveraineté, usage, c'est un petit peu ce que j'ai retenu de ces propos. Merci, belle conclusion. Merci à tous. Merci, madame. Merci, monsieur.